Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, des pertes en vie humaine à Kédougou, des morts liés à la manifestation à Khossanto. Les jeunes protestent contre la modification de l'arrêté du préfet de Saraya. On vous explique tout dès le début de cette édition. 5 jours de grève des travailleurs des collectivités territoriales à partir de ce lundi. L'intersyndicale se félicite du respect du plan d'action. Les populations dénoncent le préjudice, vous le verrez. Dans l'actualité également, le séisme au Maroc. Le bilan s'alourdit à plus de 2800 morts. À suivre, l'affliction profonde des Marocains établis à Dakar. Leur peine est écrasante. Et puis en sport, football, Sénégal-Algérie. Ce mardi, les Lions veulent offrir au 12e Gaïndé une victoire de prestige devant les Fennecs venus à Dakar. Au complet, les détails dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir. 2 morts par balle annoncés à Kédougou, à Khossanto, dans le cadre des manifestations qui ont éclaté dans cette partie du pays. Des jeunes protestent contre l'arrêté du préfet de Saraya. Que s'est-il passé? Explication, Ibrahima Dibakhate. 2 morts et plusieurs blessés, dont 4 graves, c'est le bilan des affrontements survenus entre forces de l'ordre et population de la commune de Khossanto. À l'origine de ce mouvement d'humeur, l'arrêté numéro 043 du préfet du département de Saraya qui modifie et remplace l'arrêté numéro 033 du 16 août 2016 portant composition et fonctionnement des commissions de recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Dans cette nouvelle arrêté, les sous-préfets de Sabodala, de Bembou ainsi que le préfet du département de Saraya, qui jusque-là jouait le rôle de coordonnateur, sont ainsi les nouveaux présidents des commissions chargées du recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. Ce qui n'est pas du goût des populations de la commune de Khossanto qui, tôt ce matin, ont érigé des barricades sur la route départementale numéro 502 à hauteur de Khossanto pour manifester leur désaccord contre l'arrêté du préfet, bloquant ainsi la circulation sur l'axe Bembou-Sabodala. Les forces de défense et de sécurité ont usé de grenades lacrymogènes pour lever le blocus. Aux dernières nouvelles, des interpellations ont eu lieu dans la commune de Khossanto. Merci beaucoup Ibrahima. Et puis vous le savez, l'actualité c'est aussi cette grève de 5 jours décrétée par les collectivités, les travailleurs des collectivités territoriales à partir de ce lundi. L'intersyndicale se félicite du respect strict du plan d'action par les membres du syndicat. Les populations se dénoncent de ce préjudice subi. Leurs propos recueillis par Cher Diop. Collectivités qui interviennent directement auprès des populations. Si toutefois donc il y a des heurts ou des grèves, ce qui est évident, c'est qu'il y aura forcément un impact négatif sur les populations. Parce que les usagers sont en attente et c'est de leur droit d'avoir les services au quotidien. Le fait qu'ils aillent en grève, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, quand j'étais en activité, on défendait cette cause. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. Parce que les collectivités locales ne peuvent pas supporter ces charges. C'est l'État qui doit les venir en aide. Et moi, je pense qu'on doit leur satisfaire de ce qu'ils veulent avoir. Parce qu'ils ont un travail dur. Ils travaillent dur et ils ne gagnent pas beaucoup. Donc, je pense que si on améliore un peu leur salaire, ça ira. Que vous imaginez aujourd'hui pour avoir des papiers, que ne serait-ce que des extraits de naissance, ça pose problème. Donc il faudrait, à mon avis, que les différentes entités se retrouvent et essaient de discuter autour de ces problématiques pour trouver des solutions. Les syndicalistes exigent la généralisation des augmentations salariales, mais aussi l'application effective de la fonction publique territoriale. Voici à ce propos l'un des membres du syndicat, Ndiaga Diop, interrogé par Mambiram Diouf. Le secteur public des collectivités territoriales court depuis 1 an, jour pour jour, derrière une revendication légale et légitime, à savoir l'extension des augmentations salariales auxquelles officiant dans les communes, départements et autres structures publiques de l'État.
Cette extension, qui devrait être automatique eu égard aux dispositions de la loi 2011-08 du 30 mars 2011, qui stipule sans équivoque en son article 29, alinéa 1, toute remise en ordre aux valorisations des traitements et de suppléments pour charges familiales ou de tout élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'État s'applique d'office à la rémunération de fonctionnaires des collectivités territoriales. Tarde encore à se manifester, à se matérialiser, malgré les nombreux plans d'action que l'intersyndicale a eu à dérouler. Pire encore, les quelques collectivités territoriales qui s'étaient engagées à aligner leur personnel se sont opposées au refus des percepteurs municipaux, ces hauts fonctionnaires de l'État qui ont pourtant bénéficié de ces augmentations, opèrent aujourd'hui les retenues sur les salaires des travailleurs des collectivités territoriales. Dans l'actualité politique, la fumée blanche a jailli samedi en milieu de journée. Amadou Ba est donc le destrier de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024. Après la désignation, place au rassemblement des forces pour le camp présidentiel. Voyons tout cela avec Alassane Ba. Il a le profil, selon beaucoup d'observateurs, une bonne audience au sein de l'opinion. Mais cette lecture seule ne suffit pas. Amadou Ba a un gros travail devant lui. D'abord au sein de son parti, mais aussi au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. En tout cas, certains Sénégalais semblent jeter le dévolu, n'est-ce pas, sur lui. Ça, c'est une force. Maintenant, il y a des faiblesses. Les faiblesses, c'est au niveau, n'est-ce pas, de sa coalition, surtout de son parti. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de leadership. Je pense qu'il va souffrir vraiment de ce manque de légitimité, n'est-ce pas, au sein de la paire. On ne peut pas parler de légitimité puisque ce n'était pas une élection de primaire où on a choisi Amadou Ba. Tous les responsables, même ceux qui ne sont pas d'accord, ils étaient d'accord que le président choisit un candidat. Donc la discipline du parti voudrait que tout le monde s'allie et soutienne la candidature de Amadou Ba. Nous les maires, nous sommes dans cette dynamique-là. Maintenant, l'autre aspect, c'est le fait qu'il ne soit pas très politique. Donc, il va nous falloir du temps pour aller voir les Sénégalais. On peut leur vendre son image, son projet, mais surtout sa personnalité quelque peu. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là où il va avoir des problèmes. Et surtout, le défi majeur auquel il sera confronté, c'est de réunir tout le monde autour de lui, notamment sa famille de l'APR, puisqu'il y aura beaucoup de dissidents, et de même que dans sa coalition. Ils sont dans cette dynamique et pensent avoir fait le bon choix à travers le parcours et l'expérience de leur candidat. Le président de la République, Macky Sall, a vu juste, il l'a choisi pour être notre candidat en 2024. Il n'a jamais été candidat. Cette fois-ci, il est candidat. Sa candidature sera portée par ceux qui ont gagné depuis 2012. C'est un système bien huilé. Donc, Amadou Ba, il a un atout, en tout cas que les autres candidats n'auront pas. Mais d'après l'analyste politique, Amadou Ba et son équipe doivent travailler à déconstruire une certaine perception de l'opinion sur sa personne. Quand vous entendez une certaine opinion s'exprimer sur le cas d'Amadou Ba, les gens mettent en avant, disons, l'argent. On se dit, comment se fait-il qu'un fonctionnaire comme lui soit riche comme cela? Déjà, depuis son annonce, la toile est en train d'exploser. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut rectifier. De déconstruire d'abord le discours, et ensuite de reconstruire, n'est-ce pas, une image, n'est-ce pas, apte à pouvoir lui donner les chances de l'emporter lors de la présidentielle, n'est-ce pas, de 2024. A-t-il toutes les chances de son côté pour réussir? Pourra-t-il fédérer toutes les forces? C'est possible selon Lansana Sano, mais d'après le politologue, rien n'est à exclure. Dans le département de Tivaouane, des maires de Benno se félicitent du choix de l'actuel Premier ministre comme candidat de Benno Bokk Yakaar. Ils se sont réunis à Taïba Ndiaye et Cheikh Anta Diop Sey Latir.
Taïba Ndiaye, lieu de convergence de tous les maires de Benno Bokk Yakaar du département de Tivaouane. Le porte-parole du jour de la coalition a fait savoir que rien n'empêche que ce slogan puisse se concrétiser au niveau du département de Tivaouane. Nous l'avons dit, c'est notre slogan. C'est pas neuf. Moi, ce n'est pas neuf. Votre choix et notre choix. C'est ce que nous avons maintenant ici matérialisé. La coalition Benno Bokk Yakaar avait perdu les législatives dans le département de Tivaouane. En conséquence, des efforts encore plus soutenus seront consacrés à la présidentielle, nous dit l'actuel directeur général du Centre régional des œuvres universitaires de Thiès et maire de Meouane. Ces maires de Benno Bokk Yakaar du département de Tivaouane appellent à l'unité et ils demandent aux responsables et militants de se ranger derrière le porte-étendard Amadou Ba. Merci Charanta. L'autre grand titre de cette édition, c'est le séisme au Maroc. Le bilan provisoire du violent séisme s'alourdit à plus de 2800 morts, hélas. Les secouristes redoublent d'efforts pour retrouver d'éventuels survivants. Cette tragédie a provoqué une profonde affliction. Les Marocains établis à Dakar, leur peine est écrasante. Vous allez le voir dans ce reportage de Fatou Bintou Conté. Le Maroc, secoué par un séisme de magnitude 6,8 ressenti dans de nombreuses villes, a semé la panique parmi la population. Les Marocains établis au Sénégal, dont leur commerce a pignon sur la rue Mohamed V, en plein centre-ville de Dakar, se disent attristés par cette tragédie. C'est assez compliqué et ça fait mal de parler de ça et ça fait mal même de penser à ça. Quand même tu regardes les images, tu es loin, ça te fait mal. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas par des mots. Mais c'est des sentiments qui sont très durs à les consommer. C'est dur à les consommer. Beaucoup d'entre eux Anan l'a vécu en direct par un pur des hasards en discutant au téléphone tard avec sa cousine. De peur que de mal, car la ville de Fès où résident ses parents est moins touchée. En train de parler avec une cousine et là d'un coup la maison était en train de bouger, on voyait l'image que ça bouge. Donc du coup ça va quoi, tu es inquiète, tu es paniquée. Je pense qu'on a vécu les mêmes choses avec eux. Donc du coup ils sont en train de courir, tu vois les gens, ils sont en train de courir, aller dehors. Le sentiment, tu ne peux pas l'exprimer parce que c'est un sentiment qui est un peu difficile et un peu bizarre. C'est une peur, tu es loin, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux rien. À 1h du matin, tu peux pas. Tu n'as rien à faire qu'attendre et prier Dieu. La seule chose, c'est de prier Dieu. Ils vont bien parce que c'est de Fès. Fès, il n'y avait pas un dégât. Il n'y avait pas de dégâts, alhamdoulilah. Les Marocains saluent la diligence dont a fait montre leur peuple pour secourir ces sinistrés, mais aussi magnifient l'aide internationale. Je suis fière de mon peuple, je suis fière d'être marocain, je suis fière de la solidarité qu'ils ont montrée pour le monde entier, qu'on est solide, on est solidaires entre nous. On n'attend pas d'or, mais on peut faire nous-mêmes ce que d'or peut faire pour nous. Ça n'arrive pas à chaque fois. Donc c'est venu brusquement et on dit alhamdoulilah, donc plus de solidarité entre les gens, c'est ce qu'il faut actuellement. Beaucoup de pays internationaux proposent leur aide et de passage je remercie le Sénégal qu'ils ont envoyé une équipe qui vont un peu donner coup de main à leurs frères marocains. Les
Les Sénégalais travaillant avec eux n'ont pas aussi manqué de marquer leur solidarité en ces douloureuses circonstances. On ne fait que compatir à leur douleur. On s'en remet à la volonté divine, sinon il faut dépêcher l'aide internationale car il y a eu beaucoup de morts et des milliers de... Avec ce séisme au Maroc, des villages ont été détruits, des milliers de sinistrés et un bilan de plus de 2000 morts. Une catastrophe qui a engendré d'énormes dégâts dont le peuple chérifien pourrait mettre des années à se remettre. Séisme au Maroc, drame qui a ému le monde entier. Le bilan s'est alourdi à plus de 2800 morts. Des survivants sénégalais établis à Marrakech racontent la frayeur de leur vie. Mamadou Ndiaye. Suite au tremblement de terre qui a frappé le Maroc vendredi dernier dans la soirée et qui a fait plus de 2000 morts. Abdoulaye Diop, président de la Fédération des associations subsahariennes au Maroc, se dit attristé par cette catastrophe naturelle. La communauté subsaharienne a vécu cette situation de façon aussi dramatique. Parce que nous voyons des familles aussi éplorées, des familles désœuvrées, des familles attristées, qui du côté de nos hôtes ont vécu des moments vraiment affolants. Aujourd'hui, une population marocaine, subsaharienne, européenne, vivant en terre chérifienne, sur le qui-vive dans la mesure où nous sommes en train de nous attendre à de nouvelles répliques. Nous sommes en train aussi d'attendre à ce que certaines autres manifestations telles que le tsunami se passent. La communauté sénégalaise établie dans le royaume chérifien a enregistré un décès résidant à Marrakech et 6 blessés, dont 4 résidents à Marrakech et 2 résidents à Agadir. L'un des blessés d'Agadir est étudiant. Ils sont tous suivis par le consulat général du Sénégal à Casablanca. De la communauté sénégalaise, qui est la seule à connaître une perte humaine, on a dénombré un mort en la personne de M. Medoun Baï Sall, qui est décédé à Marrakech. Et nous présentons à sa famille ainsi qu'à toutes les familles qui ont connu des pertes nos condoléances les plus attristées. Au moins 2497 personnes ont péri dans ce séisme qui a touché le royaume vendredi dernier. On décompte officiellement 2476 blessés, selon un bilan établi par le ministre de l'Intérieur du royaume chérifien. Et les secouristes marocains accélèrent les recherches pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Les derniers développements avec Daniel Diouf. Pour les ONG, il y a plusieurs raisons. D'abord, lancer ce type d'appel, c'est reconnaître que l'on n'est pas capable de gérer une telle catastrophe. Deuxièmement, c'est accepter une certaine ingérence des étrangers. Il n'y a donc pas d'appel à l'aide et aucune demande n'a été faite à la France qui se tient prête, comme l'a expliqué Emmanuel Macron dimanche lors du sommet du G20 à New Delhi en Inde. Selon nos confrères du quotidien Le Monde, Emmanuel Macron a même écrit au roi du Maroc, mais aucune réponse ne lui a été apportée. Conséquence, les ONG les plus importantes comme Médecins du Monde ou la sécurité civile n'ont envoyé ni bénévoles, ni avions, ni matériel. Seules certaines équipes sont autorisées à travailler, comme Médecins sans frontières, qui a dépêché 4 personnes pour évaluer les besoins dans les hôpitaux. Une équipe de secouristes spécialisée dans les recherches cynotechniques est également sur place. En revanche, des États comme l'Espagne, le Royaume-Uni, le Qatar ou les Émirats arabes unis ont vu leurs propositions de soutien officiellement acceptées par le Maroc. La France est pourtant un pays historiquement proche dont l'expertise en matière de catastrophes naturelles est avérée. Certaines voix avancent les mauvaises relations qu'entretiennent actuellement les deux pays. Mais l'hypothèse a été balayée ce lundi d'un revers de main par Catherine Colonna, la chef de la diplomatie française. Elle soutient qu'il s'agit d'une mauvaise querelle, une querelle tout à fait déplacée. Selon elle, la France a fait une offre, une 60aine de pays ont fait des offres et le Maroc décide souverainement. Les tensions sont pourtant assez fortes. Depuis de longs mois, Rabat n'a plus d'ambassadeur à Paris suite à une résolution du Parlement européen votée en janvier dernier. Pour cause, une possible implication du Maroc dans un scandale de corruption qui touchait Bruxelles. Autre sujet de discorde, la question des visas.
celle du Sahara occidental. Mais les autorités marocaines ont surtout mal vécu le rapprochement de Paris avec Alger l'an passé, un rapprochement dont la France semble encore aujourd'hui faire les frais. L'Algérie, en grand soutien du Front Polisario qui revendique sa souveraineté dans le Sahara. Merci Daniel, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette tragédie. Le bilan, rappelons-le, qui a évolué et qui s'élève désormais à plus de 2800 morts selon le ministre marocain de l'Intérieur. En sport, football, le Sénégal accueille l'Algérie pour une victoire de prestige, espère Aliou Cissé et ses joueurs. Match qui va se jouer au stade Abdoulaye Wade du Sénégal demain mardi. Le point avec Cher Sadi Boutiara. Sérénité, confiance, les maîtres mots dans la tanière des Lions du Sénégal. À quelques heures de défier les Fennecs d'Algérie, l'absence de 3 jours, dont Ismaël Sarr et Boulaye Dia, ne branle pas le sélectionneur, rassuré par la force de son effectif. Un groupe quand même assez large, je pense qu'en mettant en place cette publication de liste, ces convocations, on avait parlé à toute l'éventualité. La possibilité de changer même des joueurs blessés, même si c'est l'importance d'Ismaïla. C'est l'occasion justement pour d'autres qui n'ont pas l'habitude de commencer ou bien d'autres qu'on n'a pas vu depuis longtemps reprendre aussi leur place et aider l'équipe à faire un très très bon match pour demain. Sinon, l'ensemble du groupe est là, on sera 22 demain et on a bien travaillé toute la semaine pour préparer ce match. Si un air de revanche flotte sur la rencontre Sénégal-Algérie, l'équipe sénégalaise dédramatise. L'importance pour elle, c'est de bien préparer la CAN 2023. Je ne vais pas vous dévoiler ce qu'on a préparé pour l'Algérie parce que on a préparé quelque chose avec le staff et avec toute l'équipe parce qu'on a envie de gagner ce match-là et surtout on a envie de faire du plaisir, de donner du plaisir à notre peuple et à notre public et surtout de prendre du plaisir aussi sur le terrain, donc on verra bien. Ce match-là s'inscrit vraiment dans la progression de l'équipe nationale et surtout la préparation de la CAN. On sait qu'on n'a pas beaucoup de temps dans ces périodes de CAN d'avoir une préparation digne de son nom. Et je le dis et je le répète, on a la chance de s'être qualifié au bout de 4 journées. Et aujourd'hui, que ce soit la 5e journée avec le Bénin, que ce soit le Brésil, que ce soit aujourd'hui l'Algérie, nous sommes vraiment en plein dedans dans cette préparation de la CAN. Le match amical Sénégal-Algérie, 24e confrontation entre les deux nations, est prévu ce mardi à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et on croise les doigts pour les Lions. Merci beaucoup, cher Sadi Boutiara. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans un instant pour Soir d'Info la suite avec le journaliste Madiambal Diagne. A tout de suite.